À l'anniversaire de ma mère à Lyon, j'ai annoncé ma grossesse. Mon père a hurlé, « Je ne veux ni de toi ni de cet enfant bâtard dans cette famille. Tu es morte pour moi et rayée du testament. » Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé mon cadeau et je suis partie. Quand ils l'ont ouvert, ils m'ont supplié de revenir. J'ai répondu, « C'est trop tard. Je m'appelle Aliénor, j'ai 29 ans. » À l'anniversaire de ma mère à Lyon, au milieu des rires et du champagne, j'ai annoncé ma grossesse. Mon père a hurlé, « Je ne veux ni de toi ni de cet enfant bâtard dans cette famille. Tu es morte pour moi et rayée du testament. » Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste laissé mon cadeau derrière moi et je suis partie. Quand ils l'ont ouvert 1 heure plus tard, ils m'ont supplié de revenir, leur voix tremblante de panique. J'ai simplement répondu, « C'est trop tard. » Voilà comment la promesse d'une vie nouvelle a été accueillie par une sentence de mort sociale. Mais c'était aussi le premier jour du reste de ma vie, une vie libre. Avant de vous plonger dans les détails de cette saga familiale, faite de trahison financière, de manipulation psychologique et de la reconstruction qui a suivi, j'aimerais créer un lien avec vous. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous me regardez. Quelle heure est-il chez vous? J'adore voir comment nos expériences, même les plus personnelles, peuvent traverser les frontières et nous unir. Maintenant, revenons à cette nuit de juin, sur la colline de Fourvière. La nuit où les masques sont tombés. La villa de mes parents surplombait Lyon, une masse imposante de pierres et de verre conçue pour impressionner. Ce soir-là, pour les 60 ans de ma mère, elle brillait de 1000 feux. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues au cèdre centenaire, le son feutré d'un quartet de jazz flottait dans l'air, se mêlant au cliquetis des verres en cristal et aux conversations mondaines. L'air sentait l'argent, le lilas du jardin et un parfum de faux-semblants. Je suis arrivée avec Bastien, mon compagnon, la main moite agrippée à un petit paquet carré. J'étais enceinte de 3 mois, et sous ma robe ample, je portais le plus grand secret et le plus grand espoir de ma vie. Je m'étais convaincue, avec la naïveté de celle qui refuse de voir la vérité en face, que l'annonce de l'arrivée d'un petit enfant pourrait agir comme un électrochoc, un rappel que les liens du sang devraient être plus forts que les conventions sociales. Quelle erreur monumentale! Le froid nous a saisis dès le perron. Mon père, Hervé Allègre, nous a accueillis avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ancien avocat d'affaires, il avait l'art de vous faire sentir insignifiant par un simple haussement de sourcils. Son regard a balayé Bastien de la tête aux pieds, s'attardant sur ses chaussures, qui n'étaient pas des souliers italiens faits main, et sur ses mains, celles d'un homme qui travaille pour de vrai. Ma mère, Pascale, m'a offert une bise glaciale, un effleurement de joues poudrées. Aliénor, quelle surprise, a-t-elle murmuré, sa façon à elle de me faire comprendre que ma présence n'était tolérée que par obligation. Nous avons navigué dans la foule, un champ de mine sociale. Des tantes me demandaient si j'avais enfin trouvé une situation stable. Des amis de mes parents s'enquéraient de la carrière de Bastien avec une curiosité condescendante. Ah, la restauration, un milieu difficile, disait-il avec un air entendu. Chaque conversation était une épreuve. Bastien, imperturbable en apparence, gardait un bras protecteur autour de moi, son calme étant mon seul refuge. Le point de non-retour a été atteint après le gâteau. Mon père a demandé le silence. Un silence lourd, expectant. Il s'est raclé la gorge, a jeté un regard circulaire à son auditoire captif. Je pensais qu'il allait prononcer un discours en l'honneur de sa femme. Mais son regard s'est ancré dans le mien, et j'ai su. J'ai su que ce n'était pas un toast, mais une exécution. J'ai une annonce à faire, a-t-il commencé, sa voix de ténor du barreau portant sans effort jusqu'au fond du jardin. Il a marqué une pause dramatique, un de ces vieux trucs de plaidoirie. Ma fille Aliénor vient de nous faire part d'une nouvelle. Elle attend un enfant. Il a laissé les murmures de félicitations polies s'élever, avant de les abattre d'un seul coup. Un enfant dont le père est cet homme, a-t-il dit en désignant Bastien d'un geste méprisant. Puis, le couperet est tombé, ces mots ciselés pour infliger le maximum de douleur. Je tiens à ce que tout le monde sache que je ne reconnais ni cette union, ni l'enfant qui en naîtra. Je ne veux ni de toi, ni de cet enfant bâtard dans cette famille. Tu es morte pour moi et rayée du testament. Le silence qui a suivi était assourdissant. Un silence de pure horreur. Les sourires étaient figés,
les vers suspendus à mi-chemin des lèvres. Dans ce vide, j'ai cherché le regard de ma mère. Elle fixait intensément le fond de sa coupe de champagne. Son silence était son approbation. Sa lâcheté, sa condamnation. Alors quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être, s'est enfin libéré. Je n'ai pas pleuré. La douleur était si vive qu'elle dépassait les larmes. Une certitude froide et limpide m'a envahi. C'était fini. Je n'étais plus leur fille. Lentement, j'ai traversé la terrasse pétrifiée. J'ai déposé mon cadeau sur la montagne d'offrandes. J'ai regardé mon père, mon bourreau, et je n'ai rien ressenti. Plus rien. Puis j'ai pris la main de Bastien. Et ensemble, nous avons tourné le dos à ma vie d'avant. Il pensait m'avoir détruite. Mais il ne réalisait pas qu'en me reniant, il venait de m'offrir la seule chose dont j'avais vraiment besoin, la liberté. Et le petit cadeau que je venais de laisser allait bientôt leur rappeler que la liberté, parfois, a un prix très, très élevé. Pour comprendre la froideur calculée de cette exécution publique, il faut revenir 2 ans en arrière. À cette époque, j'étais ce que ma famille appelait « sur la bonne voie ». J'avais un poste à responsabilité dans une agence événementielle de premier plan à Lyon. J'orchestrais des événements prestigieux, je gagnais bien ma vie, j'avais un bel appartement à la Croix-Rousse. J'étais indépendante, mais je restais dans le périmètre de respectabilité qu'ils avaient défini pour moi. J'étais leur « réussite », une vitrine qu'ils aimaient exhiber lors de leurs dîners mondains. Cette belle façade s'est fissurée le jour où j'ai rencontré Bastien. C'était lors d'un festival, food truck, que mon agence organisait sur les berges du Rhône. Au milieu des stands branchés et des chefs médiatiques, il y avait le sien, le camion qui fume. Il servait un seul plat, des burgers. Mais quel burger! Le pain venait du meilleur artisan de la ville, la viande était maturée à la perfection, la sauce était une recette secrète de sa grand-mère. Il y avait plus de passion et d'honnêteté dans ce simple sandwich que dans tous les banquets auxquels j'avais assisté. Nous avons commencé à parler, et je n'ai plus eu envie de m'arrêter. Il parlait de produits, de saveurs, de son rêve d'ouvrir un jour un « bistrot de copains », avec une sincérité désarmante. Il n'essayait pas de m'impressionner. Il était simplement lui-même. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vue, pas évaluée. Notre histoire d'amour a été une évidence pour nous, mais une anomalie pour ma famille. Le premier dîner de présentation fut un désastre mémorable. J'aurais dû m'en douter. Mes parents ne posent pas de questions, ils mènent des interrogatoires. Mon père a commencé par un condescendant, « Alors, jeune homme, parlez-nous de votre concept. » Bastien a expliqué avec patience sa philosophie, son désir de rendre la bonne cuisine accessible. Mon père l'a écouté avec l'attention polie d'un entomologiste étudiant un insecte curieux, avant de conclure, très artisanal. Mais la pérennité, la croissance, la stratégie de sortie, vous y avez pensé? C'était un massacre. Ma mère, pendant ce temps, n'a cessé de faire des comparaisons voilées avec le charmant Édouard, le fils d'une amie, qui venait d'être promu dans une banque d'affaires à Genève. Ce soir-là, en rentrant, Bastien m'a dit avec un sourire triste, « Je crois que je n'ai pas réussi l'entretien d'embauche. » J'ai ri, mais mon cœur était lourd. Je savais que ce n'était que le début. Leur opposition n'était pas frontale, mais insidieuse. C'était empoisonnant. Des articles oubliés sur la table du salon sur le taux de faillite des restaurants. Des invitations à des week-ends, en famille, où Bastien, comme par hasard, n'était pas convié. Et Morgane, ma sœur, était leur meilleur agent. Elle venait me voir, jouant la confidente. « Je les trouve durs avec toi, » disait-elle. « Mais tu sais comment ils sont. Ils s'inquiètent juste pour ton avenir financier. » Puis elle retournait chez eux et leur rapportait mes états d'âme, mes doutes, transformant mes confidences en preuve de mon malheur. Plus tard, j'ai compris qu'elle n'était pas seulement leur marionnette. Elle était jalouse. Jalouse de mon indépendance, jalouse de l'amour que je partageais avec Bastien, un amour authentique qui contrastait cruellement avec les relations superficielles qu'elle entretenait. Dans ce climat délétère, je me suis réfugiée dans les souvenirs de mon grand-père Célestin. Lui, au moins, était vrai. Je le revoyais dans son atelier qui sentait le bois et la sciure, ses grandes mains calleuses me montrant comment tenir un marteau. Il était parti de rien,
et il était fier de chaque planche qu'il avait clouée. Il méprisait le snobisme de mon père. Ton père a oublié que l'argent, ça ne se mange pas, disait-il en riant. La seule chose qui compte, c'est ce que tu construis. Et le plus important, c'est de construire une vie heureuse. Un après-midi, alors que j'avais une douzaine d'années, nous construisions une cabane pour les oiseaux. Je râlais parce que je n'arrivais pas à planter un clou droit. Il a posé sa main sur la mienne. La patience, ma puce. Et la confiance. N'écoute pas ceux qui te disent que tu n'es pas capable. Puis, il a ajouté, d'un air mystérieux, un jour, tu construiras ta propre maison, ta propre famille. Et pour ce jour-là, je te prépare un petit trésor. Un coup de pouce, pour que tu sois toujours libre de tes choix. Je n'y avais plus jamais repensé. C'était une parole d'enfant, une promesse de grand-père. Une jolie métaphore. Mais dans les semaines qui ont précédé la fête d'anniversaire, alors que la pression de ma famille devenait insoutenable, cette vieille promesse a refait surface dans mon esprit. Un trésor pour que je sois libre. Je n'imaginais pas à quel point ces mots étaient prophétiques. L'année qui a suivi a été une longue guerre d'usure. J'ai essayé de créer des ponts, d'organiser des dîners, de trouver un terrain d'entente. Chaque tentative se soldait par un échec, une nouvelle humiliation subtile. Bastien, d'un calme olympien, endurait tout pour moi, mais je voyais bien que ces situations le blessaient. Finalement, j'ai espacé les visites, créant une distance qui ressemblait à un armistice tacite. Nous vivions notre vie, il vivait la leur. Puis, 2 événements ont tout précipité. Le premier a eu lieu un soir d'automne. Nous étions rentrés d'une longue promenade en forêt, fatigués et heureux. L'appartement sentait le bois humide et les champignons que nous avions ramassés. C'est là, dans la simplicité de notre cuisine, que Bastien a mis un genou à terre. Il n'y avait pas de violon, pas de public. Juste nous deux. La bague qu'il m'a tendue n'était pas un diamant énorme, mais une création artisanale, une fine liane d'or qui s'enroulait autour d'une petite pierre de lune, ma pierre préférée. Il l'avait dessinée lui-même et l'avait fait faire par un ami joaillier. C'était la plus belle bague du monde. Mon « oui » a été un murmure de pur bonheur. Nous avons annoncé nos fiançailles à ma famille par téléphone. Après un long silence, la seule réponse de ma mère fut « Ah. Eh bien, félicitations, je suppose. J'espère que vous savez ce que vous faites. » Mon père n'a pas dit un mot. Leur absence d'enthousiasme était plus blessante que n'importe quelle critique. Le deuxième événement est arrivé un mois plus tard. Un matin, une vague de nausées m'a surprise. Puis une autre le lendemain. J'ai acheté un test de grossesse en rentrant du travail, le cœur battant à tout rompre. Je me suis enfermée dans la salle de bain. Attendre les 3 minutes les plus longues de ma vie. Et puis, elles sont apparues. 2 lignes roses. Indéniables. J'étais enceinte. Une vague de joie, de panique, d'amour et de terreur m'a submergée. J'ai pleuré et ri en même temps. Quand j'ai montré le test à Bastien, son visage s'est illuminé d'un bonheur si pur, si intense, que toutes mes craintes se sont envolées. Il m'a soulevée de terre en me faisant tourner. « On va être parents », a-t-il crié. Ce soir-là, nous avons gardé notre secret pour nous, notre petite bulle de perfection. Mais la question de l'annoncer à ma famille planait comme une ombre. Devais-je leur dire? Quand? Comment? J'espérais, contre toute logique, que cette nouvelle pourrait tout changer. C'est dans ce climat d'incertitude que j'ai reçu l'appel qui a tout fait basculer. Un après-midi, alors que j'étais en pleine réunion, mon téléphone a vibré. Numéro masqué. D'habitude, je ne réponds pas. Mais une intuition m'a poussé à m'excuser et à sortir dans le couloir. Allô? Mademoiselle Aliénor Allègre? La voix était âgée, grave et familière. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Maître Valois. J'étais le notaire de votre grand-père, Célestin. Mon cœur a raté un battement. Maître Valois. Je l'imaginais profitant d'une retraite paisible depuis des années. Excusez-moi de vous appeler ainsi à l'improviste, a-t-il continué. Mais une conscience professionnelle, et disons, une obligation morale, me pousse à le faire. J'ai récemment eu vent de certaines tensions entre vous et vos parents.
J'ai entendu des choses qui m'ont profondément troublé. Je ne vois pas de quoi vous parlez, ai-je menti, mal à l'aise. Il y a eu un silence. Puis il a dit, Aliénor, je vous ai vu grandir. Votre grand-père vous adorait. Il a pris des dispositions très spécifiques pour assurer votre avenir et votre liberté. Des dispositions que je crains que vos parents n'aient pas entièrement respectées. Je pense qu'il est impératif que nous nous rencontrions. Pour lui. Pour vous. Son ton n'admettait pas de refus. Chaque mot était pesé. Obligation morale. Disposition non respectée. La promesse de mon grand-père, son trésor, m'est revenue en mémoire avec la force d'une évidence. Ce n'était pas une métaphore. C'était réel. Et mes parents m'avaient menti. Nous avons convenu d'un rendez-vous le surlendemain. En raccrochant, je tremblais. Je suis retournée dans la salle de réunion, mais je n'entendais plus rien. Mon esprit était ailleurs, tourbillonnant autour d'une seule question, vertigineuse et terrifiante. Quelle était l'ampleur de leur trahison? J'allais bientôt le découvrir. L'étude de Maître Valois n'avait pas changé. C'était une capsule temporelle, un îlot de calme et de solennité au cœur de l'agitation lyonnaise. Assise dans le fauteuil en cuir usé où mon grand-père s'était probablement assis tant de fois, j'avais l'impression d'être une enfant attendant une sentence. Maître Valois est allé droit au but. Il a posé un lourd dossier relié sur le bureau qui nous séparait. Ceci, Aliénor, est le dossier de la fiducie Célestin Fournier. Fournier, le nom de votre grand-père. Il a ouvert le dossier. À son décès, votre grand-père a placé la quasi-totalité de sa fortune personnelle dans ce fonds. Le montant initial était d'1 million d'euros. J'ai haleté. Le chiffre flottait dans l'air, absurde, irréel. Il a stipulé des règles très claires, a continué le notaire, ses doigts suivant les lignes d'un document jauni. Vos parents, Hervé et Pascal Allègre, étaient nommés gestionnaires. Ils avaient le droit d'investir le capital pour le faire fructifier, mais il leur était formellement interdit de toucher au capital lui-même, sauf pour des frais de gestion raisonnables et dûment justifiés. La totalité du fonds, capital et intérêts, devait vous revenir intégralement et de plein droit à la naissance de votre premier enfant. Il a levé les yeux vers moi. C'était son cadeau de mariage et de naissance, tout en un. Sa façon de vous garantir un départ dans la vie libre de toute contrainte financière. Il craignait que vos parents n'utilisent l'argent comme un moyen de pression. Il avait vu juste. Une nausée m'a envahi. Je comprenais maintenant leur panique, leur hostilité croissante. Chaque jour qui me rapprochait de fonder une famille les rapprochait de perdre l'accès à cette fortune. Alors, où est l'argent? Ai-je demandé d'une voix qui n'était qu'un souffle. Maître Valois a soupiré. Un soupir lourd de tristesse. Il a tourné une autre page du dossier. C'était un relevé de compte. Je ne suis pas une experte financière, mais je savais lire les chiffres. Et ce que je voyais était une insulte à l'intelligence. Des lignes et des lignes de retrait. Frais de gestion exceptionnels. Consultation d'investissement. Provision pour risque de marché. Des intitulés vagues, pompeux. Et puis, des virements vers des comptes dont le nom m'était familier, un concessionnaire de voitures de luxe, une agence de voyage spécialisée dans les croisières, une entreprise de rénovation haut de gamme. Ils ont méthodiquement vidé la moitié du fonds, a expliqué Maître Valois. En 10 ans, ils ont détourné 500 000 euros. Ils ont pillé votre héritage pour financer leur train de vie, tout en vous faisant la leçon sur la stabilité financière et en méprisant l'homme que vous aimez parce qu'il n'est pas assez riche à leurs yeux. L'ironie est tragique. Je suis restée silencieuse. Mon esprit n'arrivait pas à traiter l'énormité de la chose. Ce n'était pas un vol impersonnel. C'était une trahison intime, calculée, perpétrée année après année. Chaque cadeau d'anniversaire qu'il m'avait fait, chaque vêtement, chaque aide ponctuelle, tout avait probablement été payé avec mon propre argent. Ils m'avaient élevé avec le fruit de leur larcin, me faisant croire que j'étais leur obligée. La perversité du schéma était abyssale. Je suis sortie de l'étude comme dans un brouillard. J'ai marché sans but dans les rues de Lyon, le bruit de la ville ne m'atteignant pas. Le visage souriant de mon grand-père me revenait en mémoire, et chaque souvenir était maintenant teinté par la souillure de mes parents. Son cadeau, un acte d'amour et de protection,
avaient été transformés en une caisse noire pour leurs caprices. Quand je suis rentrée, Bastien a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Je me suis assise à la table de la cuisine et je lui ai tout raconté, les mots sortant dans un flot désordonné, mêlés de larmes de rage. Il n'a pas dit un mot, il a juste écouté, son visage se durcissant. Quand j'ai eu terminé, il s'est levé, a pris une casserole dans le placard et a commencé à cuisiner. Un geste simple, concret. Un geste qui disait « Je suis là. Je m'occupe de toi ». Ce soir-là, la douleur a commencé à laisser place à autre chose. Une colère froide. Une détermination glaciale. La fête d'anniversaire de ma mère était dans 2 jours. J'avais prévu de ne pas y aller. Mais maintenant, c'était devenu une nécessité. Je n'y allais pas pour me confronter à eux. C'était trop tard pour ça. J'y allais pour clore un chapitre. Pour leur signifier, de la manière la plus spectaculaire possible, que leur règne était terminé. J'ai sorti de ma boîte à bijoux la petite bague en or de mon grand-père. Je l'ai mise dans une boîte en velours. Sur un Bristol, j'ai écrit 7 mots. 7 mots qui allaient faire exploser leur monde. Je sais pour le fond. Et le vol. Puis j'ai remplacé cette note par une autre, plus allusive, plus cruelle, je sais pour le trésor de Célestin. C'était leur secret, leur code. Cette phrase, pour eux, serait une déflagration. En préparant ce paquet, je n'étais plus une victime. J'étais une stratège. Ils m'avaient appris à mes dépens que dans leur monde, les sentiments ne comptaient pas. Seuls les rapports de force importaient. Très bien. Nous allions jouer selon leurs règles. Et j'allais gagner. La soirée de la fête, je suis entrée dans la villa de Fourvière avec une étrange sensation de calme. C'était comme si je regardais un film dont je connaissais déjà la fin. Je n'étais plus une actrice dans leur pièce, mais une spectatrice au premier rang, attendant le dénouement inéluctable. Bastien, à mon bras, semblait ressentir la même chose. Son calme n'était pas passif, il était vigilant, prêt à intervenir si nécessaire. Nous avons traversé le hall d'entrée, et j'ai observé la scène avec une nouvelle lucidité. Je voyais les sourires de façade, j'entendais la vacuité des conversations. Ces gens vivaient dans une bulle de privilèges, et mes parents en étaient les rois et reines. Des monarques régnant sur un royaume de faux-semblants, financé par de l'argent volé. Mon argent. Ma mère est venue vers nous, resplendissante dans une robe de créateur qui a dû coûter une fortune. Aliénor, tu es magnifique, a-t-elle roucoulé, en me faisant une bise qui n'a pas touché ma peau. Je me suis demandé quelle partie de ma fiducie avait payé pour sa robe. J'ai souri poliment. Un sourire aussi faux que le sien. Mon père paradait, un verre de whisky à la main, racontant une anecdote de chasse à un groupe d'hommes d'affaires captivés. Il m'a aperçu et m'a fait un signe de tête condescendant. Pour lui, j'étais une erreur de casting dans sa soirée parfaite. Il ne se doutait pas que j'étais sur le point de réécrire le scénario. J'ai attendu. J'ai laissé la fête atteindre son apogée. Le champagne coulait à flots, les rires devenaient plus forts, l'orchestre jouait des airs entraînants. J'ai choisi mon moment avec soin, juste après que ma mère ait soufflé ses bougies sous un tonnerre d'applaudissements. Une pause naturelle, un moment où l'attention de tous était encore concentrée. Je me suis avancée, mon verre d'eau à la main. Un instant, s'il vous plaît, ai-je dit, ma voix portant clairement dans l'accalmie. J'aimerais aussi porter un toast. Une centaine de pères Dieu se sont tournés vers moi. J'ai senti le regard glacial de mon père. Il détestait que je lui vole la vedette. Ce soir, nous célébrons ma mère, ai-je commencé, en la regardant. Et je voulais partager avec vous une nouvelle qui, je l'espère, la comblera de joie. J'ai posé ma main sur mon ventre. Bastien et moi attendons un enfant. Ce fut l'effet d'une bombe silencieuse. Il y a eu des exclamations de surprise, quelques félicitations étouffées. Mais je ne regardais que mes parents. Le sourire de ma mère s'est figé, se transformant en un masque de cire. J'ai vu une lueur de panique pure dans ses yeux. La date butoir venait de tomber. Le compte à rebours était terminé. Le visage de mon père a connu une transformation terrifiante. La façade de l'homme du monde s'est fissurée, révélant la bête enragée en dessous. Il a traversé la terrasse à grandes enjambées. Les invités se sont écartés, sentant le danger.
Un enfant, a-t-il sifflé entre ses dents. Sa fureur était palpable, une onde de chaleur malsaine. Il ne s'adressait plus à moi, mais à son public. Il devait reprendre le contrôle du récit, me transformer de messagère de bonnes nouvelles en paria. Il a levé la voix, et chaque mot était un coup de fouet. Je veux que tout le monde soit témoin. Cette fille a déshonoré notre nom. Elle s'est entichée d'un moins que rien, et maintenant elle nous impose cette conséquence. Il a craché le mot. Puis, la sentence. Je ne veux ni de toi, ni de cet enfant bâtard dans cette famille. Tu es morte pour moi et rayée du testament. Le silence était total. On aurait pu entendre une mouche voler. C'était encore plus brutal que dans mes pires cauchemars. Mais une chose étrange s'est produite. Je n'ai pas ressenti de douleur. En le regardant, dans sa rage incontrôlée, je ne voyais plus la figure paternelle toute puissante de mon enfance. Je voyais un homme faible, acculé, terrifié. Un homme qui préférait détruire sa propre fille plutôt que de faire face à ses crimes. Sa colère n'était pas dirigée contre moi. C'était la rage impuissante du voleur qui voit arriver le propriétaire. Alors que mon père me foudroyait du regard, attendant que je m'effondre, Bastien a fait un pas en avant pour se placer à mes côtés. Sa présence était un mur infranchissable. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Son regard suffisait. Un regard de défi tranquille qui disait « Vous ne la toucherez plus ». Lentement, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. J'ai traversé la foule silencieuse, qui me regardait comme un fantôme. Je me suis approché de la table des cadeaux, une pyramide de paquets brillants. J'ai posé ma petite boîte en velours juste au sommet. Puis je me suis retourné vers ma mère, qui pleurait silencieusement, des larmes de pitié pour elle-même. « Joyeux anniversaire, maman », ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Et nous sommes partis. Nous avons traversé le jardin, sommes passés devant les voitures de luxe garées dans l'allée, et avons franchi le portail sans nous retourner. La musique avait repris, une tentative pathétique de restaurer une normalité qui n'existait plus. Mais je savais que la vraie musique, la symphonie de leur panique, n'allait commencer que dans quelques minutes. Quand ils ouvriraient mon cadeau. Le piège venait de se refermer. Nous avons roulé pendant près d'une heure, sans but, à travers la campagne endormie autour de Lyon. Le silence dans la voiture était dense, mais pas inconfortable. C'était le silence de l'après-bataille. J'avais la tête appuyée contre la vitre, regardant la lune se refléter dans les champs sombres. Je me sentais vide, mais c'était un vide propre, un espace libéré de décennies de faux-semblants et d'attentes déçues. Quand nous sommes enfin rentrés, notre petit appartement nous a semblé être le plus grand des palais. Un havre de paix. C'est là, une fois la porte refermée sur le monde extérieur, que la réalité de la soirée m'a frappé. J'ai commencé à trembler, une réaction retardée au choc. Bastien m'a prise dans ses bras et m'a tenue longuement, jusqu'à ce que les tremblements cessent. C'est à ce moment-là que mon téléphone, que j'avais mis en mode silencieux, s'est mis à s'illuminer frénétiquement. 10 appels manqués de mon père. 8 de ma mère. Puis les messages ont commencé à arriver. D'abord des ordres, rappel immédiatement. Puis des menaces voilées, tu ne mesures pas les conséquences de tes actes. Et enfin, la panique pure, Aliénor, s'il te plaît, reviens. On peut discuter. C'est un terrible malentendu. Le changement de ton était si radical qu'il en était presque comique. Ils avaient ouvert la boîte. Ils avaient lu la note. Je sais pour le trésor de Célestin. Ces quelques mots avaient suffi à transformer les tyrans en suppliants. J'ai regardé l'écran, puis j'ai éteint mon téléphone. La discussion était terminée. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Madame Fournier, notre ancienne voisine et amie de mes parents, qui avait été présente à la fête. Sa voix était un mélange de choc et de compassion. Elle m'a raconté la suite des événements. Après notre départ, une gêne palpable s'était installée. La fête s'était terminée prématurément. Une fois les derniers invités partis, poussé par une curiosité malsaine, mon père aurait ouvert mon cadeau. Madame Fournier, qui était restée pour aider à ranger, a décrit la scène depuis la cuisine. Elle a vu mon père lire le mot, devenir blanc comme un fantôme, puis le tendre à ma mère, qui s'est presque évanouie. Ils se sont enfermés dans le bureau, et elle a entendu des éclats de voix, des accusations mutuelles, pendant près d'une heure.
Leur panique s'est rapidement muée en une stratégie de la terre brûlée. Puisqu'ils ne pouvaient plus me contrôler, ils allaient me détruire. L'attaque a commencé sur le front public. Le lendemain, un long message est apparu sur le profil Facebook de ma mère, visible par tous leurs amis. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Elle y décrivait, avec une prose larmoyante, sa douleur de mère face à sa fille égarée, influencée par un homme vénal. Elle parlait de ma demande d'argent exorbitante et de mon chantage affectif. Elle concluait en demandant à leurs amis de prier pour moi. C'était diabolique. En quelques heures, les commentaires de soutien affluaient. Quelle tristesse, Pascal, nous sommes de tout cœur avec vous. Le courage d'une mère. J'étais devenue, aux yeux de leur monde, la méchante de l'histoire. Mais l'offensive ne s'est pas limitée au virtuel. Lundi matin, la secrétaire de mon patron m'a dit qu'il voulait me voir. Il était visiblement embarrassé. Aliénor, a-t-il commencé, j'ai reçu un appel de votre père. Il ne m'a rien dit de précis, mais il a lourdement insisté sur votre fragilité actuelle. Il s'est dit inquiet pour votre capacité à gérer des dossiers importants. Le message était clair, gardez ma fille, et vous risquez des problèmes. L'attaque la plus vile est venue de ma mère. Elle a obtenu l'adresse de notre propriétaire, une veuve charmante et discrète. Elle s'est présentée à sa porte, jouant le rôle de la mère éplorée. Elle lui a raconté que j'avais quitté la maison pour un homme instable, que Bastien avait des accès de colère, et qu'elle craignait pour ma sécurité. Elle a même suggéré que mettre fin à notre bail serait un service à me rendre. Heureusement, notre propriétaire a eu plus de discernement. Elle m'a appelé le soir même, non pas pour nous donner congé, mais pour me prévenir. Votre mère est venue me voir, a-t-elle dit. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille, ma petite, mais cette femme m'a fait peur. Faites attention à vous. En raccrochant, j'ai senti une vague de froid m'envahir. Ils ne reculeraient devant rien. Ils étaient prêts à me faire perdre mon travail, mon logement. Ils voulaient m'isoler, me précariser, me briser jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que de revenir en rampant. Si vous aviez été à ma place, confronté à cette violence psychologique, à cette campagne de destruction menée par votre propre sang, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous essayé de négocier? Ou auriez-vous compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse. Cette nuit-là, en regardant le ventre qui commençait à s'arrondir sous ma robe de nuit, j'ai pris ma décision. Ils avaient choisi la guerre. Ils allaient la voir. Mais ce ne serait pas à leurs conditions. Ce serait aux miennes. Les semaines qui ont suivi ont été une épreuve de force psychologique. Je vivais avec une boule au ventre, sursautant à chaque fois que le téléphone sonnait. Les rumeurs à mon travail persistaient, créant un climat de méfiance. Quelques collègues m'évitaient. Heureusement, mon chef direct, un homme juste, a décidé de me juger sur mon travail et non sur les calomnies de mon père. Mais la pression était immense. C'est dans ce tumulte que j'ai découvert un sanctuaire inattendu, la famille de Bastien. Ses parents habitaient une petite maison dans la banlieue de Lyon, une maison pleine de vie, de rire et de l'odeur du bon pain. Diane, sa mère, était l'opposé de la mienne. Chaleureuse, directe, sans une once de snobisme. Robert, son père, était un homme taiseux mais dont les yeux pétillaient de gentillesse. Ils ne m'ont pas posé une seule question sur ma famille. Ils ont vu que j'étais en détresse, et cela leur a suffi. Un dimanche, ils nous ont invités à déjeuner. En arrivant, j'étais tendue, craignant un nouvel interrogatoire. Au lieu de cela, Diane m'a prise dans ses bras. Une vraie étreinte, longue et réconfortante. On est là, ma grande, a-t-elle simplement dit. Pendant le repas, ils ont parlé de leur jardin, des derniers exploits de leur club de pétanque, des premiers pas du fils de leur voisin. Des choses normales. Des choses vraies. En repartant, j'avais les larmes aux yeux. J'avais passé un après-midi dans une vraie famille. Ce soutien a été le catalyseur. Il m'a donné la force de passer de la défensive à l'offensive. Je ne pouvais plus subir. Je devais agir. Pour moi, pour Bastien, et surtout pour le bébé qui allait arriver. J'ai repris contact avec Maître Valois. Il m'a écouté attentivement raconter les dernières manœuvres de mes parents.
Son visage s'est durci. C'est intolérable, a-t-il dit. Il ne se contente pas de vous spolier, il cherche à vous anéantir. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Il m'a donné le nom d'une avocate. Maître Isabelle Girard. C'est une combattante. Une des meilleures de Lyon pour ce genre d'affaires. Dites-lui que vous venez de ma part. Le cabinet de Maître Girard était moderne, lumineux, à l'image de la femme qui m'a reçu. Elle avait un regard perçant, une intelligence vive qui semblait tout analyser. Je lui ai déballé toute l'histoire, sans rien omettre. Le fonds fiduciaire, le vol, l'humiliation publique, la campagne de diffamation, les tentatives d'intimidation auprès de mon employeur et de ma propriétaire. J'ai parlé pendant près d'1 heure. Elle n'a pas pris une seule note, se contentant de m'écouter, les doigts joints. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, c'est un cas d'école. Un cas d'école d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, de harcèlement moral et de diffamation. Votre position est extrêmement solide, mademoiselle Allègre. Que pouvons-nous faire, ai-je demandé. Nous allons les assigner en justice, a-t-elle répondu, sans l'ombre d'une hésitation. Nous allons demander le remboursement intégral des sommes détournées, avec les intérêts capitalisés sur 10 ans. Nous allons demander des dommages et intérêts substantiels pour le préjudice moral que vous avez subi. Et nous allons faire en sorte que leurs agissements soient exposés au grand jour. Prononcer le mot « justice » contre mes propres parents m'a paru surréaliste. C'était un pas que je n'aurais jamais imaginé franchir. Une partie de moi reculait devant la violence d'un procès, devant l'idée de laver notre linge sale en public. Ce soir-là, j'en ai discuté avec Bastien. J'ai peur, lui ai-je avoué. Peur de ce que ça va déchaîner. Peur que ça nous consume. Il a pris mon visage entre ses mains. Regarde-moi, Ali. La guerre, ce n'est pas toi qui l'as commencée. Toi, tout ce que tu fais, c'est te défendre. C'est défendre notre enfant. Il n'y a aucune honte à ça. Il n'y a que du courage. 6 mois plus tard, notre fille Léa est née. En regardant son visage minuscule, sa confiance absolue en nous, toutes mes hésitations se sont envolées. Je lui devais un monde juste. Je lui devais de me battre pour que personne, jamais, ne puisse lui faire ce qu'on m'avait fait. Le lendemain de mon retour de la maternité, j'ai appelé Maître Girard. Je suis prête, ai-je dit, ma voix ferme. On lance la procédure. L'assignation est partie 1 semaine plus tard. C'était un document froid, juridique. Mais pour moi, c'était une déclaration d'indépendance. La fin de la peur. Le début de la reconquête. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'annonce de la procédure judiciaire a provoqué un séisme dans le camp adverse. Leur première réaction, via un courrier glacial de leur avocat, fut de nier en bloc et de m'accuser de chantage. Ils menaçaient de me poursuivre pour dénonciation calomnieuse. C'était une tentative d'intimidation grossière, qui n'a eu aucun effet sur Maître Girard. Quand un chien aboie, c'est qu'il a peur, a-t-elle commenté avec un sourire fin. Puis, la phase de négociation a commencé. Leur avocat a contacté la mienne pour proposer un accord à l'amiable. Leur offre était insultante, ils proposaient de me verser 50 000 €, une fraction de la somme volée, en échange de mon silence éternel et de l'abandon de toutes les poursuites. Ils vous prennent pour une idiote, a analysé Maître Girard. Ils testent votre détermination. Nous avons rejeté l'offre avec le mépris qu'elle méritait. C'est là que Morgane est entrée en scène. Son appel m'a surprise. Elle pleurait. Elle disait être au bord de la dépression, prise en étau entre moi et nos parents. Je ne peux plus supporter leurs mensonges, Ali, a-t-elle sangloté. Ce qu'ils t'ont fait est impardonnable. Je veux t'aider. Dis-moi ce que je peux faire. Malgré tout ce qui s'était passé, une partie de moi voulait la croire. Le désir d'avoir une sœur, une alliée, était profondément ancré en moi. Mais la méfiance, durement acquise, était plus forte. J'en ai parlé à Maître Girard. C'est un scénario classique, m'a-t-elle prévenu. Le faux allié.
Il l'envoie pour recueillir des informations sur notre stratégie, nos preuves, nos témoins. Soyez extrêmement prudente. Nous avons donc décidé de lui tendre un piège. J'ai accepté de la voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café, loin de nos quartiers habituels. Elle a joué son rôle à la perfection. Elle m'a confié que leurs avocats étaient très inquiets, qu'ils n'avaient aucune justification pour les retraits. Elle m'a dit que mon père était devenu paranoïaque, ma mère en pleine crise de nerfs. Elle semblait sincère. J'ai joué mon propre rôle. Celui de la sœur aînée, blessée mais prête à pardonner. J'ai soupiré, j'ai dit que ce procès m'épuisait. Et puis, j'ai sorti mon appât. Le pire, ai-je dit en baissant la voix, c'est que j'ai la preuve ultime, et je ne sais même pas si je veux l'utiliser. C'est trop destructeur. Ses yeux se sont illuminés d'une curiosité malsaine. Quelle preuve ? Maître Valois a retrouvé une lettre, ai-je menti effrontément. Une lettre manuscrite de grand-père, écrite peu avant sa mort, dans laquelle il explique à papa et maman qu'il leur interdit formellement de toucher au capital. Il précise même qu'il les déshériterait de sa propre part s'il apprenait qu'il l'avait fait. C'est une bombe atomique, Morgane. Si je la sors, c'est la prison pour eux. J'ai vu une lueur de triomphe passer dans son regard, qu'elle a immédiatement masquée par une expression de compassion feinte. Oh mon Dieu, Ali. C'est terrible. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que j'hésite. Le soir même, j'ai tout raconté à Bastien. En lui décrivant mon propre mensonge, ma propre manipulation, je me sentais écœurée. Je suis en train de devenir comme eux, ai-je murmuré. Il m'a serré la main. Non, a-t-il dit fermement. Tu ne deviens pas comme eux. Eux, ils mentent pour voler et détruire. Toi, tu mens pour te défendre et pour que la vérité éclate. Ce n'est pas la même chose. C'est de la légitime défense. Il avait raison. Je devais me défaire de cette culpabilité. 2 jours plus tard, Maître Girard m'a appelé. Elle jubilait. On les a eus, a-t-elle annoncé. Nous venons de recevoir une nouvelle communication de leur avocat. Ils affirment détenir une expertise graphologique prouvant que la fameuse lettre de votre grand-père est un faux grossier, probablement fabriqué par vos soins. Ils nous accusent de production et d'usage de faux. J'ai éclaté de rire. Un rire de soulagement et de triomphe. Ils avaient avalé l'hameçon, le fil et le plomb. En tentant de discréditer une preuve qui n'existait pas, ils venaient d'avouer 2 choses au tribunal. Premièrement, qu'ils étaient prêts à user de manœuvres frauduleuses, et deuxièmement, que leur propre fille et sœur étaient leur espionne. Maître Girard était ravi. Morgane vient de nous offrir le procès sur un plateau d'argent. Son témoignage, si nous devons l'appeler, sera un régal. La trahison de ma sœur était complète. Mais cette fois, elle ne me faisait plus mal. Elle venait de signer la condamnation de notre famille. Et je n'allais avoir aucune pitié. L'atmosphère du tribunal était pesante, presque suffocante. Assise sur le banc des parties civiles, avec Bastien juste derrière moi pour me soutenir, je regardais mes parents et ma sœur, installés de l'autre côté de l'allée centrale. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans. Leurs visages étaient des masques de tension, leur regard fuyait le mien. Ils n'étaient plus les figures dominatrices de mon enfance, mais des accusés, vulnérables et exposés. Le procès a duré 2 jours. 2 jours intenses, éprouvants, où chaque mot, chaque silence, avait son importance. La première journée a été consacrée à l'aspect financier. Maître Girard a été magistrale. Avec une précision chirurgicale, elle a disséqué 10 ans de gestion frauduleuse. Les relevés bancaires défilaient sur les écrans de la salle d'audience, montrant les virements, les achats, les dépenses somptuaires. Elle a fait venir un expert comptable qui a démontré, chiffres à l'appui, l'absence totale de justification pour ces frais de gestion. L'avocat de mes parents, un homme à la voix forte mais aux arguments faibles, s'est noyé dans des explications confuses sur la complexité des marchés financiers, mais personne n'était dupe. Le témoignage de Maître Valois a été un moment de grande émotion. Le vieil homme, à la barre, a parlé de mon grand-père avec un respect et une affection qui ont touché toute l'audience. Il a rappelé la volonté de Célestin, sa méfiance envers mon père, son amour pour moi. Célestin Fournier voulait construire un rempart pour sa petite fille,
Pas une villa avec piscine pour son gendre, a-t-il conclu. Mon père est devenu blême. Le deuxième jour a été celui de la confrontation humaine. Madame Fournier a été appelée et a raconté avec une clarté accablante la scène de la fête d'anniversaire, confirmant l'humiliation publique et la violence des propos de mon père. Puis, mon père a été appelé à la barre. Il a tenté de jouer sa dernière carte, celle du patriarche blessé. Il a parlé d'amour paternel, d'inquiétude, de ma vulnérabilité. Il a essayé de me faire passer pour une hystérique, influencée par un Bastien cupide. Il mentait avec un aplomb remarquable, regardant le juge droit dans les yeux. C'est là que maître Girard a porté l'estocade. Monsieur Allègre, a-t-elle demandé d'une voix douce, vous prétendez n'avoir agi que par amour et inquiétude pour votre fille. Est-ce exact? Absolument, a-t-il répondu. Est-ce par amour que vous l'avez publiquement qualifiée, elle est son enfant à naître, de bâtard? Il a balbutié, pris au piège. C'était sous le coup de la colère. Et est-ce par inquiétude que vous avez sciemment tenté de détruire une preuve que vous croyez en notre possession, une lettre de feu votre beau-père? Le silence dans la salle était total. Mon père a regardé son avocat, cherchant une issue. Il n'y en avait pas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment, a continué maître Girard. Alors peut-être que votre autre fille, Morgane, pourra nous éclairer. Elle s'est tournée vers le juge. Madame la Présidente, nous souhaitons faire entendre un enregistrement. La diffusion de l'enregistrement de mes conversations avec Morgane a été le clou du spectacle. Sa voix, claire et traîtresse, a rempli le prétoire. On l'entendait se vanter de sa mission d'espionnage, détailler le plan de ses parents pour contrer la fausse lettre. On l'entendait surtout révéler le mobile de sa trahison, la promesse d'une plus grosse part d'héritage. Quand l'enregistrement s'est terminé, personne n'a bougé. J'ai osé regarder Morgane. Elle était recroquevillée sur son banc, le visage entre les mains, secouée de sanglots silencieux. Mes parents la regardaient avec un dégoût absolu, comme si elle était la seule responsable de leur naufrage. Le délibéré a été rapide. Le jugement, lu par la présidente du tribunal, a été un anéantissement. Condamnation à rembourser les 500 000 €, plus près de 200 000 € d'intérêts et de frais de justice. Condamnation à me verser 50 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Et, pire que tout pour eux, transmission du dossier au procureur pour d'éventuelles poursuites pénales. Quand la séance a été levée, je suis restée assise un long moment. Bastien a posé sa main sur mon épaule. C'est fini, a-t-il murmuré. J'ai regardé ma famille se lever, des ombres vaincues. J'avais gagné. La justice avait été rendue. Mais je ne ressentais aucune joie. Juste le vide immense laissé par un amour familial qui n'avait jamais vraiment existé. La reconstruction pouvait enfin commencer, mais je savais que les cicatrices, elles, resteraient à jamais. L'année qui a suivi le procès a été une année de première. Notre première nuit dans notre nouvelle maison. Le premier mot de Léa. La première critique élogieuse pour le restaurant de Bastien. Chaque première était une victoire, une pierre ajoutée à l'édifice de notre nouvelle vie, construite sur des fondations saines d'amour, de respect et de vérité. Avec l'argent que la justice m'a restitué, nous avons fait des choix qui avaient du sens pour nous. Nous avons acheté une vieille maison de Canu sur les pentes de la Croix-Rousse, avec ses poutres apparentes et son petit jardin secret. Nous avons passé des week-ends entiers à la retaper, à peindre les murs, à choisir chaque meuble. Cette maison est devenue notre cocon, un lieu rempli des rires de notre fille et de l'odeur des bons plats de Bastien. Le restaurant, la table de Célestin, a ouvert ses portes au printemps. C'était un pari audacieux, mais Bastien y a mis tout son cœur et son talent. Il a créé un lieu à son image, authentique, chaleureux, sans prétention mais avec une exigence de qualité absolue. Le bouche à oreille a fonctionné, et bientôt, il a fallu réserver des semaines à l'avance pour avoir une table. Le plus grand bonheur de Bastien était de voir des gens de tous horizons partager un repas, discuter, rire. Il avait réussi. Pas aux yeux de mon père, mais aux yeux du monde, et surtout, aux siens. De mon côté, j'ai trouvé une nouvelle paix dans mon travail. Libérée de la pression familiale, je me suis investie avec une nouvelle énergie. J'ai été promue directrice de projet. Mon nom, Aliénor Allègre,
n'était plus associée à une bonne famille lyonnaise, mais à une professionnelle compétente et respectée. Nous avons célébré le premier anniversaire de Léa dans notre jardin. Sous le soleil de juillet, entourée de la famille de Bastien, qui était devenue la mienne, et de nos vrais amis, ceux qui étaient restés pendant la tempête, j'ai regardé ma fille dévorer son gâteau avec ses petites mains. J'ai été submergée par une vague de bonheur si intense qu'elle en était presque douloureuse. Nous avions réussi. Nous avions transformé la laideur en beauté, la trahison en force. Quant à ma famille d'origine, leur chute a été aussi brutale que leur arrogance avait été grande. La condamnation, assortie d'un article dans le journal local, a fait l'effet d'une bombe dans leur cercle social. Ils ont été mis au ban. Les invitations se sont taries. Ils ont dû vendre la villa, leur symbole de statut, pour éponger leurs dettes. Aux dernières nouvelles, ils vivent dans un appartement en périphérie de la ville. Je n'ai plus jamais eu de contact direct avec eux. Morgane m'a envoyé une longue lettre, un torrent de remords et d'auto-apitoiement. Elle accusait nos parents de l'avoir manipulée, de l'avoir montée contre moi. Elle me suppliait de lui pardonner, de lui permettre de voir sa nièce. J'ai lu la lettre, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni pitié. Juste une distance infinie. J'ai pris la lettre, sans la relire, je l'ai mise dans la cheminée. En regardant le papier se consumer, j'ai compris que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Mon pardon ne lui aurait servi à rien, et il ne m'aurait pas guéri. La seule guérison possible était de tourner la page. Définitivement. Ce soir, Léa dort à point fermé. De notre fenêtre, je vois les lumières de la ville. Bastien me rejoint et passe son bras autour de mes épaules. « À quoi tu penses ?» me demande-t-il. Je pense à grand-père, je réponds. Je pense que son trésor, ce n'était pas l'argent. C'était cette leçon. La leçon que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on hérite. C'est ce qu'on construit. Ma bataille est terminée, mais je sais que mon histoire n'est pas unique. Le silence dans les familles cache souvent de profondes blessures. Si mon témoignage a trouvé un écho en vous, si vous aussi, vous avez dû vous battre pour votre liberté ou votre dignité, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager. Votre histoire mérite d'être entendue. Racontez-la dans les commentaires. Partagez votre expérience. Rappelons-nous que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Votre voix compte. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention.